Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. 8h41 sur Studio Kalita, lors de la revue de la presse et des médias israéliens. Et tous les quotidiens ce matin consacrent leur manchette à ce qu'il est déjà convenu d'appeler l'affaire Bitan. Le président de la coalition gouvernementale, le député Likoud David Bitan, est soupçonné de corruption avec circonstances aggravantes dans une affaire liée à la municipalité de Rishon LeZion, une ville dont il était l'adjoint au maire avant d'entrer à la Knesset. Dans le cadre de cette affaire d'immobilier, l'actuel maire de Rishon LeZion, Dor Tzur, a été arrêté et placé en garde à vue. Quant à David Bitan, il a été interrogé hier pendant 13 heures par les enquêteurs de la police. Et pour lui, pas de doute possible, la police tente de monter de toutes pièces un dossier contre lui, un dossier judiciaire pour se venger du projet de loi que Bitan tente de promouvoir avec l'autre David, le député Likoud David Amsalem, le fameux projet de loi visant à empêcher les enquêteurs de la police, et mêmes enquêteurs de la police, de publier leurs conclusions dans des affaires judiciaires, en particulier dans celles qui se rapportent au Premier ministre Binyamin Netanyahou. Selon le Yediot Ahronot, qui semble, on peut le dire, savourer son plaisir de voir ainsi David Bitan sur le banc des accusés, le président de la coalition gouvernementale aurait fait la promotion des intérêts immobiliers d'un chef de la pègre de Rishon LeZion, et en échange, celui-ci aurait comblé les dettes importantes que David Bitan aurait contractées auprès de certains milieux extrêmement douteux. On parle de centaines de milliers, voire même de millions de shekels. Mais même le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à cette affaire de corruption. Et le journal titre David Bitan impliqué dans une affaire de corruption sans précédent. Voilà donc ce que l'on peut lire. Et en marge de cette affaire qui remplit les premières pages des journaux et figure le plus souvent en page d'ouverture des sites d'information, on a appris hier la décision de Binyamin Netanyahou de bien séparer son cas personnel et les enquêtes dans lesquelles il est impliqué de l'ensemble des cas où la police enquête. Hier, le Premier ministre a expliqué très clairement que la loi sur les recommandations interdisant aux policiers de faire des recommandations à la justice à l'issue de telle ou telle enquête, eh bien, cette loi ne s'appliquerait pas à lui et qu'il ne voulait pas en bénéficier. Pour les commentateurs, l'annonce faite par le Premier ministre est la conséquence directe de la manifestation de samedi soir durant laquelle plus de 20 000 personnes se sont rassemblées à Tel Aviv sur le boulevard Rothschild pour protester contre la corruption au sein du pouvoir. En fait, les observateurs expliquent également que M. Netanyahou a été contraint de lâcher du lest après avoir compris que Moshe Kahlon et son parti Kulanu avaient décidé de ne pas cautionner cette loi si elle s'impliquait également à lui-même, et donc il n'aurait pas de majorité parlementaire pour la faire voter cette semaine à la Knesset en seconde et troisième lecture comme il l'aurait souhaité. Il faut rappeler que la semaine dernière, Moshe Kahlon, qui est considéré dans la coalition gouvernementale, on peut le dire comme le gardien de l'état de droit, avait surpris en exprimant son soutien à la loi des recommandations, et pour se justifier, il a fait valoir qu'il y a déjà 10 ans, alors qu'il n'était que le directeur de cabinet du ministre de la Sécurité intérieure de l'époque, Uzi Lando, eh bien lui-même, Moshe Kahlon, s'était déjà exprimé contre les recommandations faites par la police à l'issue d'une enquête judiciaire. Mais donc, après la manifestation de samedi soir à Tel Aviv, Kahlon a compris qu'il ne pourrait continuer à soutenir une loi qui s'appliquerait également aux enquêtes du Premier ministre, ce qui a finalement poussé M. Netanyahou à donc annoncé que cette loi ne s'appliquerait pas à lui. D'ailleurs, Shlomo Pietrokowski résume parfaitement la situation dans le Yediot Ahronot de ce matin. La loi sur les recommandations est de facto une loi importante, mais qui a mal débuté son histoire. Le Israël Hayom lui publie un article intéressant dans lequel il rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, la gauche et la droite étaient favorables à cette loi interdisant aux enquêteurs de la police de publier leurs conclusions, afin que finalement ce soit le conseiller juridique du gouvernement qui soit le seul capable de trancher, en particulier dans des enquêtes judiciaires concernant de très hautes personnalités de l'État. Il faut bien l'avouer, les médias et les journaux israéliens sont plus préoccupés ce matin par les affaires judiciaires de Binyamin Netanyahou et même par celles donc de David Bitan que par ce qui se passe au Forum Saban à Washington. Cela explique pourquoi le discours très attendu prononcé hier dans le cadre de ce forum par Jared Kushner
le conseiller spécial du président Trump au Proche-Orient, eh bien, pourquoi ce discours ne fait pas les grands titres ce matin? Il faut bien reconnaître aussi que ce discours, ou plutôt ce qui ressemble à un discours, mais qui n'en était pas un véritablement, n'a pas été particulièrement novateur. Et comme le disent certains analystes, les attentes d'un tel discours étaient tellement importantes qu'il y a ce matin une très vive déception. En fait, Jared Kushner n'a pas véritablement prononcé de discours, il a simplement dialogué avec Raïm Tsaban, le fondateur de ce forum, et il a fait deux déclarations plutôt floues que l'on a retenues. La première se rapporte au transfert de l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Le président, a dit Jared Kushner, étudie les faits et il prendra une décision prochainement et il l'annoncera. À propos des négociations entre Israéliens et Palestiniens, Kushner s'est dit optimiste, nous avons bon espoir, je ne sais pas quand cela se produira, sous-entendu quand le dialogue reprendra, quand les négociations reprendront entre les deux parties, mais les deux parties ont une pleine confiance envers le président Trump, même s'ils n'ont pas confiance entre elles-mêmes. Le Maariv cite ce matin en marge la déclaration du chef de la diplomatie jordanienne qui a affirmé qu'une reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël provoquerait la colère dans l'ensemble du monde arabe. Et d'ailleurs, le Maariv fait état d'une sorte de front commun palestinien entre le Hamas et l'autorité palestinienne, qui sont plutôt à couteau tiré en ce moment contre une telle reconnaissance par les États-Unis de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Revenons en politique intérieure avec le site NRG qui souligne ce matin la victoire des orthodoxes après que le gouvernement ait voté la fameuse loi sur les supérettes qui accorde au ministre de l'Intérieur, Aryeh Deri, la possibilité d'empêcher l'ouverture de ces petits supermarchés dans les grandes villes, à l'exception donc de Tel Aviv où la loi a déjà été mise en application à la suite d'une décision de la Cour suprême. Réagissant à ce vote, Aryeh Deri, le leader du parti Chasse, a déclaré « Nous préserverons le statu quo en matière religieuse et nous veillerons à faire en sorte que le Shabbat ne se transforme pas en une journée nationale de commerce ». Fin de citation. Restons dans le site NRG qui fait état ce matin d'une donnée préoccupante pour l'armée israélienne. Une enquête réalisée par Tsahal auprès de jeunes recrues, en particulier des jeunes recrues qui ont débuté le service militaire en novembre, fait état d'une baisse sensible du taux de motivation de ces soldats pour s'enrôler dans des unités combattantes. 67% des jeunes ont exprimé le souhait de servir dans ces unités combattantes. C'est presque aussi bas qu'au lendemain de la Seconde Guerre de Liban en 2006 où le taux était de 66%. Au sein de Tsahal, on a l'intention de lutter contre cette tendance en effectuant des campagnes de motivation, en particulier dans les lycées israéliens. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce lundi matin. Nous allons marquer une pause et nous nous retrouvons avec notre invité qui ce matin, Amélie Ababou du CNEF, qui va nous parler justement de cette journée du 25 décembre qu'il faut réserver, une journée au cours de laquelle le CNEF fêtera son 30e anniversaire et exprimera et manifestera, on va dire, toute son expérience en matière de traitement et de conseil des nouveaux immigrants, des jeunes olim, qu'ils soient étudiants ou non, en Israël.